me suivre, Éric Coquerel. L'épidémie de Covid-19 qui continue ses dégâts. La France est soumise à un couvre-feu à 18h, donc depuis une dizaine de jours. Pourquoi est-ce que vous trouvez que cette mesure de couvre-feu, elle est stupide? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? Le couvre-feu, c'est effectivement stupide. Tout simplement pour une chose qu'on constate à Paris, en Ile-de-France, mais aussi ailleurs. Quand vous imposez aux gens de rentrer tous à 18h, vu qu'en plus il n'y a plus de bars, de restaurants, de lieux de culture, tout le monde se retrouve massé en 1 heure dans les transports en commun, dans les magasins pour faire les courses avant de rentrer. Donc en réalité, on concentre les gens là où, au contraire, on devrait faire en sorte qu'il y ait le moins de rassemblements possible. Alors comment on fait? C'est quoi la solution? La solution, j'ai bien peur que, vu la situation aujourd'hui, peut-être que le gouvernement va devoir revenir à un confinement. Mais nous, ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il y a peut-être d'autres mesures sanitaires. Je vous en donne 2. Imaginez, par exemple, une société qui serait organisée en rotation, où au lieu justement de tous rentrer à la même heure, on pourrait décaler les heures d'arrivée au travail ou les heures d'arrivée dans n'importe quelle activité sociale, finir plus tard, travailler une journée pendant que les autres travaillent une autre journée. Un système qui fait que nous ne serions pas tous ensemble au même endroit. Mais juste ce système de rotation, est-ce que c'est pas quand même monter une énorme usine à gaz? Oui, mais le confinement devient aussi insupportable pour les populations. Je sais pas vous, mais de plus en plus. Le premier confinement, on l'a pris, c'était une expérience, une nouveauté. Les gens se disaient, il faut passer par là. Là, aujourd'hui, en termes de troubles psychiques, d'angoisse, c'est vraiment des choses qui viennent de plus en plus dures à vivre. Donc effectivement, ça nécessiterait l'organisation d'une société. Et ce que nous reprochons au gouvernement, c'est quelque part de ne pas avoir planifié la suite. Comme si on allait sortir en quelques semaines de la crise, c'est pas le cas. Et faute de ça, on se retrouve avec cette notion assez moyenâgeuse du confinement. Je pense qu'il va falloir trouver autre chose. Plus, j'insiste beaucoup là-dessus, j'ai été malade du Covid. Ce matin, j'étais à l'ARS, vous l'avez vu avec le Premier ministre, et je trouve qu'il y a une chose qui manque, c'est d'offrir les conditions matérielles aux gens d'un vrai isolement. C'est-à-dire qu'on puisse vous dire, on vous ouvre une chambre dans un hôpital médicalisé, et là, vous êtes sûr de ne pas de transmettre la contagion à votre famille. Je pense que ça serait aussi une solution. L'isolement. Alors, justement, vous parlez de confinement. Jean Castex, il prépare les esprits. On a vraiment le sentiment qu'on se dirige vers un 3e confinement. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen. C'était ce matin au cours de ses vœux à la presse. Si nous nous retrouvons dans la situation d'être obligés de revivre un confinement, c'est, je le répète pour la 3e fois, puisque c'est le 3e confinement dont on parle, c'est qu'on a raté le reste. Alors, vous êtes d'accord avec elle, si on reconfine, c'est que le gouvernement a raté? Je suis d'accord avec moi. Marine Le Pen est d'accord avec moi, j'en sais rien. Voilà. Oui, si c'est pour me faire dire que je suis d'accord avec Marine Le Pen. Il y a beaucoup de gens qui constatent que c'est plus supportable. Voilà, c'est la réalité de tous les jours, de tous les gens qui ont un peu une pratique de vie. Donc, moi, je pense qu'on en a encore pour plusieurs mois. D'abord parce qu'on voit que le vaccin, ça va être long, que peut-être il va falloir trouver aussi des vaccins plus pratiques. Donc, on en a pour plusieurs mois à minimum. Et c'est clair qu'il va falloir organiser la société autrement que par la privation de liberté, parce que c'est une privation de liberté. On n'est pas des homo economicus, on n'est pas juste, dévelus à partir au travail, rentrer, sans lien social, notamment pour la jeunesse. Donc il faut absolument trouver autre chose, et je pense que le gouvernement, plus il tarde, plus ça va devenir difficile. Mais sur le confinement, pour le coup, vous êtes d'accord que... Là, si les soignants nous disent, cette fois-ci, on ne peut rien faire, parce que justement, il y a eu impréparation du gouvernement, improvisation, changement de pied, des fois d'un jour à l'autre, peut-être qu'il va falloir passer par là, mais encore une fois, moi, je regrette qu'on n'étudie pas une autre façon de faire, comme certains pays asiatiques, des démocraties, je parle, comme Taïwan et autres, qui justement ont basé leur organisation sanitaire sur la question de l'isolement. Et puis, imaginons la rotation, ça serait plus... Vous m'avez dit que vous aviez eu le Covid. Oui. Donc, est-ce que vous allez quand même vous faire tester, vacciner? Vacciner, on me dit que vu que je l'ai eu, c'est pas la peine. D'accord, donc vous n'êtes pas... Donc je préfère laisser les vaccins pour quelqu'un d'autre qui en a besoin, en attendant peut-être de ne plus être immunisé dans quelques mois. Quand vous voyez que Pasteur renonce à aller jusqu'au bout, c'est un vrai problème. Vous vous dites quoi? Qu'on a perdu notre génie français, notre savoir-faire? C'est pas le génie français, c'est qu'on a perdu faute de moyens pour la recherche publique fondamentale, faute aussi de politique, publique, sur des pôles de médicaments, de pôles de la recherche, en mettant par exemple plein d'argent chez Sanofi, qui en même temps est parvenu en quelques années à supprimer, à passer de 11 sites de recherche à 3 sites de recherche bientôt. Je pense que c'est toute la manière dont, au nom du marché, au nom du libéralisme,
on a largement affaibli ce qui était quand même une de nos richesses, qui était la recherche publique française. Moi, ça me fait mal. Vous dites le vaccin, c'est une richesse, mais quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, il a quand même répandu un peu de défiance en disant que lui-même n'était pas très rassuré. Écoutez-le bien, pas sur le vaccin. Sur le vaccin, mais ARN messager. Mais ça, notamment, regardez ce qu'il a dit. Je veux pouvoir choisir mon type de vaccin, je ne veux pas être un cobaye. Est-ce que vous n'agitez pas les peurs quand même en disant ça, à un moment où finalement il y a quand même une urgence à vacciner la population? Oui, manifestement, pour l'instant, il y a plus de demandes que de vaccins. Donc, c'est pas les doutes et les interrogations qu'on met sur la table. Il vaut mieux, vous savez, on a une période où on sait que le complotisme se développe, etc. Il vaut mieux qu'il y ait des gens, à un moment donné, dans les sphères publiques qui disent les interrogations que certains scientifiques se posent. Par exemple, sur ARN messager, les scientifiques posent la question, est-ce que ça empêche la transmission ou pas? Ce qui est quand même le principe même d'un vaccin. C'est quand même problématique de se le dire. Est-ce que, par exemple, on n'a pas mieux à faire que des vaccins espacés de 3, voire maintenant 6 semaines. Donc il y a des interrogations qui se posent. Et si je le fais, c'est parce que j'aimerais que nous mettions le paquet sur le fait aussi d'être indépendants, de trouver un vaccin français. Ça ne veut pas dire de ne pas coopérer avec d'autres pays, y compris des pays du Sud, de façon à ne pas être soumis comme ça aux règles du marché. Et il faut le dire aussi à une recherche médicale et pharmaceutique qui est quand même aux mains de laboratoires privés. Et là-dedans, il y a aussi des affaires d'argent. On le voit avec cette histoire de 6 doses, 5 doses pour le vaccin. Le Pfizer. On va continuer un peu avec Adrien. Alors vous êtes en direct de Théophile, un étudiant, et Théophile qui a envie de dédramatiser. Absolument. On va l'entendre dans un instant, Théophile, sur ce sujet, Alix. Vous avez raison de le dire. Mais d'abord, on va essayer de parler de son quotidien à Théophile. 24 ans, mon cher Théophile, étudiant à Assas notamment. Vous suivez, j'imagine, des cours à distance. Vous préparez aussi les concours d'école de commerce. J'ai envie de vous poser une question hyper concrète pour démarrer. Évidemment, c'est la parole aux Français dans cette émission. Racontez-nous un peu votre quotidien. Comment c'est d'être étudiant en 2021 en temps de pandémie? Alors déjà je corrige juste un petit point, j'ai 22 ans parce que sinon on pourrait se dire que j'ai redoublé 15 fois et je rétablis juste la vérité là-dessus. Excusez-moi de vous avoir vieilli, je rêve d'avoir 24 ans donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait un transfert, pardon. C'est pas grave du tout. Non mais c'est vrai que la situation dans l'ensemble est pas du tout enthousiasmante, je le comprends tout à fait. Maintenant c'est vrai que dans mon cas personnel, je trouve que les efforts qui ont été demandés jusqu'ici étaient encore supportables. C'est très embêtant de ne plus pouvoir sortir quand on veut, de voir qui on veut, de devoir respecter le couvre-feu et d'être tout le temps dans l'urgence de rentrer chez soi à 18h. C'est vrai qu'on est amené à passer beaucoup plus de temps devant son PC pour suivre les cours à distance et ça peut causer des problèmes dans notre physiologie, etc. Donc voilà, de toute façon je pense que la plupart des étudiants se rendent très bien compte qu'ils l'ont déjà manifesté et c'est pas la peine que je revienne dessus trop longuement. Vous dites passer du temps devant son ordinateur. Moi, j'ai eu pas mal d'étudiants en ligne dans cette émission, puisque c'est aussi le principe de leur donner la parole. Et vous en êtes une incarnation ce soir. Est-ce que dans une période d'examen, c'est particulièrement difficile? J'en ai certains qui m'ont dit « Ah bah oui, c'est hyper facile d'avoir ces examens parce qu'on est chez nous et on peut tricher à loisir. » Est-ce que vous avez déjà, pardon de vous poser cette question délicate, est-ce que vous avez déjà triché en période d'examen? Est-ce que vous avez aidé certains étudiants à tricher, par exemple? Je n'ai jamais triché. Non mais de toute façon, là, je répondrai pas forcément à la question directement. J'ai aidé des gens à tricher, ça je peux le dire. Évidemment, je citerai aucun nom pour éviter toute compromission. Mais oui, de toute façon, le problème avec ces examens, c'est qu'ils vont nuire à la crédibilité de la formation et ça pose la question de la dévaluation du diplôme. Et c'est vrai que face à ce problème, il y a beaucoup de gens qui ont demandé la réouverture des universités et le retour des examens en présentiel. Moi, je pense que les examens à distance ne posent pas problème en eux-mêmes. Il y a d'abord eu un problème d'adaptation, en fait, parce que en fait, c'est l'archaïsme des examens qui se reposait sur l'apprentissage par cœur. Donc c'est un problème qui existait déjà avant. On a réutilisé un petit peu cette même logique en raccourcissant la durée des épreuves. Et donc ça veut dire qu'on a transféré la difficulté dans la durée, on est passé d'une difficulté artificielle à une autre, et je trouve ça dommage, alors que ça aurait peut-être été l'occasion de rehausser un peu le niveau, et comme l'ont fait certains professeurs, parce que justement, là je donne un vrai témoignage, certains ont essayé de changer un petit peu la forme des partiels, pour qu'ils fassent davantage appel à la réflexion, à la compréhension du sujet traité, et comme ça on se retrouve avec des diplômes qui sont représentatifs de nos compétences, et pas juste des diplômes de rapidité ou de bachotage. Des diplômes représentatifs. C'est à cause de ça qu'on est... Des diplômes représentatifs, Théophile, c'est l'inquiétude de beaucoup d'étudiants qui se disent une génération sacrifiée. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce que vous êtes aussi alarmiste que certains autres étudiants à qui j'ai pu parler dans cette émission?
Non, je pense que c'est un parallèle un peu artificiel qu'on fait entre le sauvetage des seniors et le sacrifice des jeunes, alors qu'il y a une souffrance, certes, mais je pense qu'on l'attribue à des causes un petit peu secondaires. Parce qu'il y a eu toute une mobilisation étudiante, dont la France Insoumise s'est faite le porte-voix notamment, qui critique cette fermeture des universités et certaines restrictions de sortie. Alors que moi, j'ai quand même l'impression que ces deux éléments ne portent pas la responsabilité essentielle de la précarité étudiante d'une part, qui est un phénomène préexistant et qui a surtout été aggravé par la suspension des jobs étudiants, donc c'est encore un autre sujet. Et ils ne portent pas non plus la responsabilité de la détresse étudiante, dont on parle beaucoup, de cette dépression, sachant qu'on peut encore sortir, voir des amis, inviter des gens, etc. Donc moi, je vois bien qu'il y a une diminution du lien social. Mais cette diminution du lien social en elle-même, dans une proportion raisonnable, ne devrait pas suffire à déclencher une dépression. Donc j'en déduis qu'il y a un mal-être profond, une souffrance qui est intérieure, et dont s'est aperçu en fait un petit peu soudainement avec le retrait d'un palliatif. Le palliatif incarné par les soirées étudiantes, tout ce surplus de sociabilité qui fait plaisir. Et moi du coup, voilà, je me pose la question parce que si on part en fait du postulat que des établissements doivent être fermés. C'est ce que considère le gouvernement. Moi, de toute façon, je ne suis pas un aficionado des confinements dans tous les sens et des masques FFP2 superposés ou quoi. Le gouvernement, en fait, il est dans cette stratégie. Et est-ce que le fait de vouloir rétablir un palliatif Théophile, excusez-moi, oui. Je voudrais poser une petite question à Éric Coquerel. Le président a annoncé un jour de retour à la fac, de présentiel comme on dit pour les étudiants. Ça suffit pas? Vous pensez qu'il faut carrément rouvrir les facs? Il faut vite créer les conditions d'un retour en fac. Voilà, je crois que c'est nécessaire. Je t'entendais, Théophile. Quand vous dites vite, ça veut dire mars, avril, ça veut dire quelle date, quelle échéance? Le plus vite possible. Alors, y compris avec les systèmes de rotation dont je parlais, de dédoublement de classe, ça nécessite des moyens, mais il faut vite y venir, parce que je crois que tout étudiant n'est pas égal par rapport à cette crise, comme toute menace dans la société. C'est pas la même chose si vous êtes par exemple dans une chambre de 10 mètres carrés, parce qu'il a raison de dire que les inégalités, ça date pas d'aujourd'hui dans le milieu étudiant, le malaise. Mais là, évidemment, quand vous ne pouvez plus sortir, quand vous ne pouvez plus aller en cours, les cours, en fac, c'est pas seulement, j'allais dire, ce que vous apprenez, c'est aussi le lien social. Encore une fois, le fait d'apprendre avec les autres, qui est important. Eh bien, vous pouvez évidemment subir ça plus difficilement quand vous n'avez pas de moyens pour gagner votre vie. Je pense par exemple, là en ce moment, à des bibliothécaires salariés, étudiants à la fac Paris 3 qui se retrouvent sans moyens d'un jour ou l'autre parce que ils n'ont plus la bibliothèque s'arrête, il n'y a pas de chômage partiel, ce qui n'est pas normal, et ils se retrouvent dans des conditions encore plus difficiles. Ça, il y en a des centaines de milliers. Et donc, moi, je trouve que il faut réouvrir, et surtout, ça devrait être l'occasion de réfléchir à la location autonomie jeunesse pour les étudiants, pour faire en sorte justement de pouvoir se consacrer à ces études et ne pas être sans arrêt de soumis à une précarité qui augmente avec la question du Covid. Merci. Adrien, je crois qu'il y a une nouvelle question de Théophile. Absolument, il va pouvoir vous parler directement, Éric Coquerel. Il m'a déjà parlé, il parlait de France Insoumise. Oui, absolument, mais là, il n'y a presque qu'un écran entre vous. Et vous aviez envie, Théophile, d'interpeller Éric Coquerel sur une proposition de Jean-Luc Mélenchon qui a émis l'idée d'un RSA, revenu de solidarité active, pour les jeunes de 18 à 25 ans. Éric Coquerel vous écoute et il vous répond. En effet, Mélenchon avait suggéré l'idée d'un RSA dès 18 ans au lieu de 25. Et du coup, je voulais simplement vous demander si vous êtes encore d'accord avec cette idée. Est-ce que ce serait ça la solution contre la précarité étudiante? Est-ce qu'il faudrait encore rajouter des dispositifs? Et quel rôle c'est censé jouer finalement dans celui-là, Alors Jean-Luc le présente, mais vous savez, on est un mouvement collectif, donc on le présente en même temps. Je l'ai présenté plusieurs fois à l'Assemblée. Oui, c'est urgent. Il est anormal que des jeunes aujourd'hui se retrouvent dans... alors en plus avec le Covid, ça ne fait qu'exploser, avec le fait de survivre en dessous du seuil de pauvreté, dépendant pour certains quand ils le peuvent de leurs parents, mais pour d'autres, et vous le savez bien, pour de plus en plus d'étudiants, c'est pas le cas. Donc un RSA jeune est nécessaire. En gros, il y en aurait pour entre 1,5 et 3 milliards d'euros. Vous voyez, c'est même pas la suppression de l'ISF, donc on pourrait très bien y arriver. Merci beaucoup, Théophile. Évidemment, vous restez avec nous. On est un petit peu en retard, pardon, mais on vous retrouve à la fin de l'émission. Vous pourrez revenir et faire le bilan de la prestation d'Éric Coquerel ce soir. C'est tout un programme. Soyez bon, surtout Éric Coquerel. On va enchaîner avec Jean-Michel Blanquer, maintenant le ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé, vous le savez, que les épreuves de spécialité du bac seraient annulées au profit du contrôle continu à cause de la crise sanitaire, évidemment. Vous avez vu dans l'écran tout à l'heure Diane, qui est notre lycéenne de 17 ans en terminale. Elle est évidemment directement concernée par ces annonces et ça ne la réjouit pas vraiment. Voici ce qu'elle m'a dit. C'est tellement mal géré. On devait être les premiers
à faire le bac 2021, soi-disant un bac de l'égalité pour que tout le monde puisse être au même niveau. Et là, on nous annonce 2 mois à l'avance que les épreuves qui sont coefficient 16, un tiers de notre bac, sont annulées au profit du contrôle continu. Tout le monde aura le bac. Tout le monde aura le bac. Donc ça sera plus un critère de sélection. Et la mention, ça sera sur dossier, etc. Donc il va y avoir une espèce d'augmentation du niveau scolaire. On va croire que tout le monde a des meilleures notes, alors que c'est juste par harmonisation, etc. Et nous, on subit ça 2 mois à l'avance. Donc je trouve ça... je suis un peu déçue. Alors, vous opiniez du chef Éric Coquerel. Oui, je suis d'accord avec elle. Vous êtes d'accord sur toute la ligne avec elle? Jean-Michel Blanquer n'aurait pas dû annuler ces épreuves. En tout cas, il n'aurait pas dû faire la réforme qu'il a faite. Voilà, pour 2 raisons. D'abord parce que ces épreuves de bac anticipées au mois de mars, c'est véritablement bizarre dans une année scolaire. Beaucoup d'enseignants disent qu'ils n'ont pas le temps justement d'appliquer le programme. Deuxième chose, le contrôle continu, aussi paradoxal que ça puisse peut-être paraître à certains, mais en réalité c'est source d'inégalité. Parce qu'après, tout dépend beaucoup du lycée dans lequel vous êtes, contrairement à une épreuve baccalauréat qui est la même pour tous, quel que soit le lycée. Donc nous, on n'était vraiment pas favorables à cet examen. Et là, j'allais dire qu'il révèle encore plus les problèmes inhérents à sa mise en place avec le Covid. Parfait, on va écouter Idriss. Maintenant, c'est le président de l'association Agir Ensemble à Drancy, en banlieue parisienne. J'ai évoqué avec lui l'idée d'un reconfinement qui semble assez inéluctable. Alors manifestement pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Et vous allez entendre qu'il pointe du doigt une difficulté encore plus grande dans ces quartiers populaires. On l'écoute. C'est ce qui va avec le confinement et c'est assez délicat parce que voilà, nous on est dans des quartiers. On a beaucoup de mesures de l'État qui nous demandent à être à 6 dans un appartement au grand maximum. Mais il faut se dire que dans certaines familles, on est déjà plus de 6 toute l'année. J'ai échangé aussi avec les lycéens. Ils nous parlent de cours à distance. Ils me disent que c'est assez compliqué de faire comprendre à leurs parents que quand ils sont à la maison, ils sont à l'école. Donc, qui dit être à la maison, dit être forcément à un moment sollicité pour faire des courses, pour sortir, etc. C'est pas tout le monde qui perçoit le confinement de cette même manière. Donc, on a des jeunes qui vont malheureusement sortir et ils vont être pointés du doigt, mais la plupart du temps, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il dit une chose intéressante. Alors, tout est intéressant, mais la fin de son intervention l'est particulièrement. Il dit les jeunes vont devoir sortir parce qu'ils n'ont pas le choix et ils seront pointés du doigt. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que la crise sanitaire a renforcé une forme de stigmatisation à l'égard de ces jeunes des quartiers populaires ? Oui. Vous me permettrez juste une chose, c'est de saluer Idriss. Parce que Idriss, il fait partie d'une association, il y en a plein en Seine-Saint-Denis. Des collectifs, des associations. Moi, j'ai travaillé avec eux avec des collectes solidaires. Et il n'y aurait pas eu ces associations, là, ces mois derniers, la question d'un risque de famine en Seine-Saint-Denis se serait posée de manière encore plus accrue. Donc je voulais juste dire déjà que le boulot qu'ils font, c'est admirable. Et la deuxième chose, il a raison, c'est que moi j'avais entendu, dès le premier confinement, on avait pointé du doigt la Seine-Saint-Denis. On disait, ils se protègent moins, il y a plus d'amendes, etc. Alors, jusqu'au jour où on s'est aperçu que les gens étaient plus contrôlés. Bon. Et le préfet de Seine-Saint-Denis lui-même a tenu à dire que non, les gens, ils respectaient autant les choses en Seine-Saint-Denis. Par contre, c'est plus dur. Pourquoi c'est plus dur? Parce que ça a été dit. Quand vous vous retrouvez dans un logement qui est déjà où il y a beaucoup trop de monde par rapport à la taille du logement, dans des conditions difficiles, tout est plus dur. L'éducation à distance, le décrochage a été terrible. Le fait effectivement d'avoir des conditions d'isolement à peu près respectables, encore plus quand vous êtes malade. Est-ce que vous pensez qu'un 3e confinement sera bien accepté? Non, mais il aura ces problèmes-là. C'est pas qu'il sera accepté, c'est qu'il est encore plus insupportable dès lors que vous êtes dans des conditions difficiles et dès lors qu'en plus, c'est le problème de la Seine-Saint-Denis, révélé notamment par un rapport Cornu-Gentil transpartisan, c'est que on bénéficie de moins de services publics à tous les niveaux. Santé, sécurité, éducation, la Seine-Saint-Denis et le parent pauvre. Et évidemment, quand la crise frappe comme ça, ça ne peut être que plus dur pour les gens qui y habitent. On écoute Idriss à nouveau, si vous voulez bien, car il va nous apporter un autre retour d'expérience de son quotidien sur l'accès aux soins, particulièrement difficile à Drancy, surtout en période de pandémie. On l'a beaucoup ressenti. On a une association qui s'appelle Banlieue Santé pour tout ce qui est question de soins. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas un bilan médical correct. Et ça s'est accentué avec la crise. L'accès aux soins, il est vraiment très compliqué. On a des personnes qui sont des fois dans une sorte d'isolement. Donc quand on a des associations qui viennent directement sur le terrain, qui mettent des tentes à disposition et qui peuvent accompagner ces publics, bien évidemment, on répond à une réelle problématique. Alors, Île-de-France, premier désert médical
français. C'est une problématique qui n'est pas nouvelle du tout, mais elle est exacerbée en ce moment. Vous avez loué tout à l'heure le travail associatif. Il vient de citer une nouvelle association qui s'occupe de ces soins au quotidien. Quel est votre rôle dans tout ça? Parce que vous parlez des assos, mais vous êtes député. Notamment, moi, j'essaye de travailler avec eux comme je peux sur le terrain. J'ai fait plusieurs collectes solidaires pour les aider, j'essaie de les soutenir, j'essaye aussi de faciliter leurs tâches. Vous savez, récemment, Médecins du Monde a dit une chose incroyable. Ils ont dit que les conditions dans lesquelles ils travaillaient aujourd'hui en Ile-de-France, notamment à Seine-Saint-Denis, étaient pires que ce qu'ils avaient rencontré dans les pays du Sud, des pays du tiers-monde, quand leur priorité était sur ces pays-là. Donc ça dit tout le problème que nous avons. Et donc mon action, c'est aussi de faire en sorte que les choses ne s'aggravent pas. Par exemple, sur ma circonscription, on prévoit un hôpital, l'hôpital Grand Paris Nord à Saint-Ouen, qui, après la fermeture de Bichat, on en a beaucoup parlé parce qu'il a été très en pointe sur le Covid, et Beaujon. Ben, figurez-vous qu'on arrive à nous persuader qu'il va falloir 300 lits en moins, que ce projet avec 300 lits en moins va être meilleur pour les populations. Donc ma façon aussi d'agir, c'est la façon de me battre pour que enfin on écoute ce que disent les soignants depuis des années et qu'on remette le paquet dans la santé publique en France, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Éric Coquerel, le Beauvau de la sécurité s'est ouvert aujourd'hui. Alors on voit la liste de ce qu'il doit faire ou de ce dont il va parler. Une meilleure formation des forces de l'ordre, plus de moyens, la lutte contre la discrimination, améliorer le lien avec la population. Vous devriez l'applaudir, non, ce Beauvau de la sécurité? S'il se résumait à travailler sur les 7 péchés capitaux, Darmanin était en face de moi quand ça a eu lieu. On était un peu ébahis. Il reprenait ce que nous on dit depuis longtemps. Problème de formation, problème d'encadrement de la police, donc le problème de JPN, bon. Le problème du rapport avec les populations et notamment de discrimination raciste, le problème du récépissé de contrôle d'identité. Sauf que ce qui m'inquiète, c'est que là je viens d'entendre les syndicats de police qui ont donné leurs conditions. Un certain nombre de conditions. Il y a certaines conditions matérielles pour la police que je ne nie pas de problématiques, ils ont raison de le faire. Mais par exemple, ils parlent d'ajout du chantier sur la réponse pénale en disant, c'est Alliance, la justice va être enfin obligée de rendre des comptes. Et ça, le ministre a accepté en préalable que ces points soient ajoutés. J'ai donc très peur que le Beauvau de la sécurité non seulement soit un thème, surtout sur le sécuritaire, puisque c'est rendu, c'est 2022, donc vous voyez bien, on est parallèle au programme présidentiel, et qu'au final, ça soit ces syndicats de police, certains syndicats de police en tout cas, qui arrivent à mettre leurs thèmes, qui vont vraiment pas dans le sens d'avoir une police, de travailler une police plus formée et qui revient à l'essentiel de ces tâches, qui n'est pas celui d'une répression sociale. Oui, bon, ça va quand même durer 4 mois, donc on imagine que les discussions sont nourries. J'espère. Je voudrais vous parler un peu de politique. Regardez On parle de politique depuis. On parle de politique, bien sûr, mais alors là, on va rentrer dans la politique qu'aiment les Français, c'est-à-dire la présidentielle de 2022. Regardez ce sondage, justement, pour la présidentielle. Vous voyez que à gauche, Jean-Luc Mélenchon obtiendrait... Il est en tête, 11%, je vous l'accorde. Yannick Jadot, 7%. Anne Hidalgo, 6%. Alors vous me dites, il est en tête, bien sûr, mais d'une part, il est le seul candidat déclaré. Et en plus, il fait campagne, il s'est déclaré, il fait campagne depuis 2 mois et demi. Oui, enfin, est-ce que justement, il n'y a pas un problème? C'est-à-dire qu'il devrait être peut-être encore plus en tête. Et donc, qu'est-ce que vous diriez s'il était 3e comme Hidalgo? Non, mais Hidalgo, elle n'est pas candidate. Non, Hidalgo, elle fait pas campagne. Non, le Parti socialiste a dit qu'ils auraient un candidat. Donc, ça sera un candidat qui sera dans la continuité de François Hollande, social-libéral. Et manifestement, M. Faure, par exemple, appuie Mme Hidalgo. Donc, il y a quand même des chances qu'elle soit candidate. Ou il y aura quelqu'un d'autre. M. Jadot, ça sera lui ou un autre candidat écologique. Et moi, je remarque que ils sont au score qu'ils sont. Il faut l'observer avec leur ligne. M. Jadot, c'est plutôt une ligne écolo-libérale. Mme Hidalgo, social-libérale. Donc, je pense que notamment la confrontation avec M. Macron sur le même électorat va être peut-être intéressante. Moi, ce que j'observe, c'est que Jean-Luc Mélenchon, là, il est à 11%. Regardez les sondages, 1 an avant la dernière présidentielle. Vous allez, 1 an et demi avant la dernière présidentielle, vous allez voir qu'il y a matière à s'encourager. Nous, on a besoin d'une campagne. Voilà. C'est la raison pour laquelle on souhaite vraiment que il y ait campagne, notamment régionale, départementale. Si on peut mener, on a besoin d'aller devant la population, de défendre nos arguments, défendre ce que nous disons, ce qui est l'inverse de ce qui a été fait depuis des années et qui échoue aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est une très bonne base de conquête et que vous verrez qu'à la fin, le résultat sera beaucoup plus important. On verra. Mais c'est vrai qu'on dit aussi que l'union fait la force, oui. et que y a un match Marine Le Pen, Emmanuel Macron qui semble quasi annoncé ou quasi. C'est un lapsus
intéressant. Quasi fait, voilà, exactement. Est-ce que, avec qui vous pourriez vous unir? Est-ce que, par exemple, une personnalité comme Arnaud Montebourg, qui peut avoir une forme de compatibilité avec vous, est-ce que vous auriez envie de faire un bout de chemin avec lui? Et pourquoi pas? Il y a certains des thèmes qu'il reprend qui sont des thèmes comparables aux nôtres. Sur la question, par exemple, du problème vis-à-vis de l'Union européenne libérale, sur les questions aussi de protectionnisme solidaire. Bon, en même temps, j'ai remarqué que là, il fait des yeux doux un peu à M. Bertrand et qu'il est sur une ligne de au-delà de la gauche à droite. J'ai bien connu. Oui. J'ai fait campagne avec M. Chevènement en 2002. J'ai critiqué cette ligne. Je pensais qu'elle échouait parce que je pense que ça entraîne inévitablement quand Emmanuel Macron, pour le coup, il a gagné avec ça. Oui, mais en faisant une politique de droite affirmée et libérale. Alors que monsieur Montebourg, c'est pas le cas. Monsieur Montebourg ne se définit pas comme libéral et je suis d'accord avec ça. Et donc à partir de là, quand vous commencez à dire que ça peut être gauche et droite, en général, c'est la question sociale qui se retrouve progressivement affadie. Ça, je l'ai vécu d'expérience, mais je veux dire, il n'y a pas de problème pour qu'une réflexion s'impose. Déjà, nous, on discute de plus en plus fortement avec le Parti communiste. On discute de plus en plus fortement avec des socialistes, avec des membres des mouvements associatifs, syndicaux. Donc vous verrez qu'on sera loin d'être seul, même si France Insoumise, je vous fais remarquer, on part quand même d'un résultat en 2017 qui nous laisse quand même pas mal d'espoir, mais vous verrez que tout ça va s'élargir. On verra. J'ai assez confiance. On verra, on reprendra date. Je voudrais que vous regardiez aussi ces images. C'était samedi, il y a eu une grosse répression policière dans une centaine de villes en Russie. Ça s'est passé pendant des manifestations de soutien à Alexeï Navalny, l'opposant principal, un des opposants en tout cas, Vladimir Poutine. Il est actuellement incarcéré. À la clé, il y a eu ce jour-là 2000 arrestations. Est-ce que c'est pas un déni flagrant de démocratie, ce qui s'est passé là-bas? C'est incontestablement une dérive autoritaire. C'est incontestablement ça. Maintenant, il y a eu pas mal de manifestations récemment en France où je vous assure qu'il ne faisait pas bon être manifestant, y compris quand vous étiez manifestant pacifique. Est-ce qu'il y a eu 2000 arrestations de gilets jaunes? Peut-être pas 2000, mais à l'échelle de notre pays, le 12 décembre dernier, vous avez une manifestation, et tous les journalistes l'ont reconnu, où vous avez eu une répression policière assumée par le ministre de l'Intérieur, 147 arrestations en garde à vue, dont 95% étaient pour aucune raison, les gens ont été libérés, et qui s'est effectué. Mais quand vous dites ça, quelque part, est-ce que vous comparez Vladimir Poutine à Emmanuel Macron? J'estime que les régimes libéraux aujourd'hui ont tendance de plus en plus à devenir autoritaires pour faire en sorte que les populations, pour tenir quelque part la colère des populations sur les questions d'austérité, d'inégalité, je disais tout à l'heure, qui explosent. C'est vrai en Russie, avec des caractéristiques peut-être d'ampleur différentes, mais malheureusement aussi, je remarque que c'est un mal dont souffre la France aujourd'hui. C'est l'heure de la confrontation, alors que la loi confortant les principes républicains sera débattue à l'Assemblée nationale, ce sera le 1er février. Nous allons revenir justement sur les difficultés parfois pour certains enseignants de faire cours tout simplement. Vous en discuterez avec Yanis Roder, il est prof d'histoire géo dans votre département, la Seine-Saint-Denis, donc j'imagine que vous le connaissez bien. Avant d'en parler, on écoute Emmanuel Macron, c'était à la Sorbonne au cours de son hommage à Emmanuel Paty. Nous continuerons, professeur. Avec tous les instituteurs et professeurs de France, nous enseignerons l'histoire, ses gloires comme ses vicissitudes. Nous ferons découvrir la littérature, la musique, toutes les œuvres de l'âme et de l'esprit. Nous aimerons de toutes nos forces le débat, les arguments raisonnables, les persuasions aimables. Nous aimerons la science et ses controverses, comme vous. Nous cultiverons la tolérance, comme vous. Nous chercherons à comprendre sans relâche et à comprendre encore davantage ceux-là qu'on voudrait éloigner de nous. Bonsoir Yanis Roder. Vous êtes donc professeur d'histoire géo à Saint-Denis et vous êtes aussi directeur de l'Observatoire de l'éducation pour la Fondation Jean Jaurès. Vous avez récemment publié une étude dont vous vouliez justement parler à Éric Coquerel. Elle porte sur la contestation de la laïcité à l'école. Qu'est-ce que vous souhaitez envoyer comme message à Éric Coquerel ce soir? Bonsoir Monsieur le député. Bonsoir. Monsieur Coquerel, j'aurais juste une question à vous poser. 53% des enseignants, d'après le sondage que nous avions commandé à la Fondation Jean Jaurès pour Charlie et réalisé par l'IFOP, 53% des enseignants ont observé dans leur établissement scolaire des contestations de leur enseignement ou des tentatives de soustraction à leur enseignement. Et si nous regardons de plus près, 24%, 1 sur 4, disent qu'ils le vivent régulièrement ou de temps en temps, c'est-à-dire qu'on peut le dire plusieurs fois par an.
Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, toujours dans le même sens, hier j'avais au téléphone une professeure de musique d'une académie de province et qui me disait qu'elle n'osait plus en classe enseigner la musique sacrée. Elle ne faisait plus écouter à ses élèves de la musique sacrée. Voilà. Et dans le même temps, notre enquête montre ils sont 27% les enseignants, 14 points de plus qu'il y a 2 ans, 27% à dire s'auto-censurer plusieurs fois par an. Voilà. Je voulais simplement vous demander comment vous analysez, vous, les résultats de notre enquête et comment vous les comprenez. Déjà, j'ai regardé avec soin votre enquête. Vous imaginez, il y a eu un excellent article de Nouvel Obs qui l'a décortiqué il n'y a pas très longtemps. Comme c'est un problème sérieux, je sais que vous êtes enseignant en Seine-Saint-Denis, je crois qu'il faut, et vous êtes en plus enseignant d'histoire géo, donc il faut regarder sur des choses rigoureuses. Parce que ce n'est pas la même chose si on a un phénomène d'une telle ampleur que s'il a une ampleur moindre, que chacun pourra constater. Dans un cas, on est comme Monsieur Darmanin, on dit c'est le problème numéro 1, voilà, qui se pose à notre République. Dans un autre, on peut considérer que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, où vous êtes, le problème numéro 1, c'est plutôt le trafic de drogue, ou c'est plutôt les inégalités, les manques d'enseignants, etc. Bien. Or, votre sondage, moi, ce qui me pose un problème, je vais vous le dire, et vous venez un peu de l'observer, c'est que y a des choses qui se mélangent, d'accord, et qui, du coup, mélangent les définitions de séparatisme dont on parle en ce moment. Je donne un exemple. Vous dites 59% des enseignants confrontés à une forme de séparatisme religieux. Là, vous venez de le dire de manière honnête, c'est parfois une fois dans leur carrière. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas la différence, donc c'est pas 58% des enseignants confrontés tous les jours. Je vous ai aussi dit que c'est... Voilà. Et la forme numéro 1, attendez, laissez-moi... Plusieurs fois par an. Absolument. Mais oui aussi, ça peut être ça, mais ça c'est très minoritaire. Mais ça vaut le coup de le dire. Oui, 24%, plusieurs. C'est 1 sur 4. C'est minoritaire. Mais je vais venir aussi aux formes dedans. La première forme, pourtant, 50% des enseignants confrontés à une forme de séparatisme religieux, on se dit quelle est cette forme de séparatisme religieux qui définit ce que serait le séparatisme religieux. On va comprendre que le séparatisme religieux, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une religion qui essaye d'imposer ses règles et ses codes à la République. Le premier point, mais alors à moitié, c'est des absences liées à l'exercice d'un culte ou de la célébration d'une fête religieuse. Eh ben moi, je pense que c'est pas un séparatiste que de vouloir imposer quand on est dans une religion qui évidemment n'a pas ses fêtes religieuses. Monsieur Coquerel, je n'ai pas pris cet exemple-là à dessein. Alors on va en prendre un autre. Prenez celui des 53% et des 24%. Prenez celui de l'autocensure. Oui, 53%. À dessein, je n'ai pas pris celui-là. 53% disent avoir observé une de ces formes de contestation au moins une fois dans leur carrière. Et le ratio, on voit que c'est 36% si c'est avez-vous constaté des contestations d'enseignement ou de contenu d'enseignement ou non de conviction religieuse. Mais encore une fois, ces contenus sont très différents. Il y a des choses graves, hein, je l'accorde. Je dis pas que le phénomène n'existe pas. D'accord, je ne nie pas ça. Il y a des choses graves. Et deuxièmement, je voudrais remarquer une chose. Et qu'on vienne sur la méthodologie. Vous savez, quand on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est, on dit toujours qu'il y a un biais méthodologique. Il faut savoir sur quelle base on travaille. Encore une fois, quand vous faites cours, vous regardez des dates. Vous avez raison. Je vous donne un autre exemple. Maintenant, j'aimerais juste que vous analyser cette situation. Laissez-moi juste, parce que moi, j'ai entendu toute une journée votre sondage être décortiqué sur les radios comme des faits établis et rarement dans le détail. Je vous donne juste un exemple. Sur le sondage qui dit l'ampleur des contestations, justement, dans les écoles. On s'aperçoit que à 46%, c'est certes dans les quartiers populaires, mais que finalement, le différentiel n'est pas si important avec les collèges des banlieues aisées, 37%, du privé, 38%. Donc, la conclusion qui est tirée, c'est-à-dire qu'il y aurait un problème de séparatisme particulier dans les écoles publiques. Vous me direz, le séparatisme catholique, ou ce qu'on pourrait définir, est un peu hors étude, parce que 12% des écoles privées, aujourd'hui confessionnelles, sont catholiques. Donc les jeunes musulmans sont beaucoup dans les écoles publiques. Mais moi, quand je regarde ce résultat, je me dis que ça vaut le coup de le décortiquer, parce que il y a séparatisme et séparatisme. Il y a des choses, encore une fois, être absent une fois parce que c'est votre fête religieuse, pour moi, ça ne met pas en danger la République. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des faits? Par exemple, on peut se dire que lors de la minute de silence pour Charlie, il y a eu, je crois, 200 à peu près remontées d'incidents. Il y en a eu plus du double. 783. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des faits et que effectivement ces faits-là... Il y a des faits, notamment dans le primaire. Et quand on vous taxe d'une certaine forme parfois d'angélisme sur ce sujet-là... On n'est pas angélique du tout. Les véritables formes d'intégrisme, on les condamne. Mais simplement, on regarde qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut combattre. D'accord ? Est-ce que, par exemple, première chose, est-ce que des formes d'intégrisme religieux conduisent forcément au terrorisme ? La réponse, c'est non. D'accord ? La réponse, c'est non. Tout le montre, y compris parce que les jeunes qui ont
qui ont été, par exemple, le personnage abominable qui a décapité l'enseignant Samuel Paty, il se trouve qu'il ne correspond pas tout à fait, on va être d'accord, à des jeunes de Seine-Saint-Denis, etc., là, depuis des années, etc. Donc, ça ne conduit pas forcément au terrorisme. Le terrorisme, c'est des formes de moyens, de renseignement. Par exemple, il faut mettre plus de monde sur la plateforme Pharos, qui est la plateforme qui permet justement de diagnostiquer ce genre de problème, et qui, il n'y a pas longtemps encore, il y avait 26 personnes pour 224 000 signalements par an. Deuxièmement, oui, l'intégrisme religieux me pose problème. Il me pose problème en général. Mais est-ce que justement, il faut à un moment donné déterminer ce qui est d'une expression religieuse, et en Seine-Saint-Denis, l'islam, il y a une expression religieuse importante, c'est là qui se manifeste, et de ce qui est de l'ordre, justement, d'un intégrisme qui deviendrait dangereux pour la République. Parce que Yannis Frodère, qu'est-ce que vous répondez? C'est à partir du moment où il est dangereux pour la République. Et là, je trouve, je le dis très franchement, mon interlocuteur, que le sondage a le même défaut. Yannis Frodère, on va laisser parler Yannis Frodère. Je vais le finir, mais que M. Darmanin, quand il nous dit un peu l'impression qu'il suffirait de se pencher en Seine-Saint-Denis pour trouver de l'intégrisme, voire du terrorisme. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas que le sondage dise cela. Le sondage nous montre, parce que nous avons posé pour une partie des questions, les mêmes questions qu'en 2018, un sondage du Comité national d'action laïque. Et nous voyons des progressions partout. Et nous voyons des progressions dans l'autocensure des enseignants. Nous voyons aussi des progressions, alors vous avez annoncé, c'est le chiffre, c'est que 793 en fait, fait remonter au ministère à la suite de l'hommage rendu à Samuel Paty, mais nous avons posé la question aux enseignants dans le cadre de ce sondage. Avez-vous été témoin de problèmes au moment ou d'incidents au moment de l'hommage à Samuel Paty? C'est 19% des enseignants qui nous disent oui, et 34% en REP. Ça montre bien 1 sur 3 en réseau d'éducation prioritaire. Et là, on n'est pas sur des questions de savoir si c'est des cathos intégristes ou je sais pas quoi. On sait très bien à qui ça a pu poser problème, ces questions-là, à quels élèves en tout cas. Voilà, moi ce que je vois, ce que je constate, pour être depuis 20 ans sur le terrain, et je l'entends depuis 20 ans, je le vois dans certains évitements scolaires, dans certaines attitudes, je vois progresser un islamisme militant. Et c'est la question que je posais à Éric Coquerel. Comment vous comprenez cela? Comment vous l'analysez? Et comment on peut faire, puisque vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, de mon département, comment on peut, sur le terrain, voir cette réalité et y faire face? Encore une fois, on aura compris que je ne diagnostique pas la même ampleur dans la réalité que vous. Voilà, je le dis. Y compris, d'ailleurs, vous avez aussi un sondage, là, dans votre sondage, qui explique l'évolution sur plusieurs années, notamment les dernières années 2019-2020. Il n'y a pas une évolution considérable, je l'ai sous les yeux, dans les chiffres. Donc l'idée que tout d'un coup ça deviendrait exponentiel et grossissant, je la conteste. Personne n'a dit ça. Je la conteste. C'est ce que vous venez de dire. Il y avait un problème. Je la conteste. Il y a une progression de l'islamisme, c'est une évidence. Il y a une progression. Je pense qu'il faut faire amender la différence. Quand je croise les documents, c'est-à-dire les différentes enquêtes, mais aussi les travaux scientifiques sur le terrain, nous voyons ce qui est en train de se passer. Alors, vous ne voulez pas le voir. Sur quelle base? D'accord. Attendez, non, excusez-moi. Mais sur quelle base d'études d'impact? Parce que nous, par exemple, sur la loi qui a lieu actuellement, on demande au gouvernement des études et des faits. On ne les a pas. On ne les a pas. On a eu, par exemple, on nous a dit, par exemple, sur la question du certificat de virginité, d'accord? On nous donne aucun chiffre sur le nombre de certificats de virginité, et encore pire, on ne donne aucun chiffre sur ce qui serait d'une origine religieuse. Et possiblement lié à une vision intégriste de l'islam. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'il n'y a pas de chiffres. Au niveau des enfants, de l'instruction en famille, d'accord, on nous a dit l'instruction en famille, c'est un problème. On s'aperçoit que M. Castex a lâché le chiffre, sur 65 000, il y aurait 5 000 enfants, d'accord, de religion musulmane, beaucoup plus d'autres religions. Donc là encore, moi je demande à voir, parce qu'on ne fait pas une politique, à un moment donné, sur des impressions, sur le fait que pour revenir à Yannis Frodère et à son rôle d'enseignant, l'article 18, est-ce que vous êtes d'accord? L'article 18, je le précise pour nos téléspectateurs, il serait désormais interdit de diffuser une vidéo critique à l'égard du cours d'un professeur ou des éléments privés, son nom, son domicile, où il habite. Est-ce que cette disposition-là, vous la voteriez? Alors, attendez, l'article 18 ne dit pas que ça, c'est ça le problème. Le débat est compliqué. L'article 18 ne dit pas seulement... Il sanctionne la diffusion d'informations personnelles liées à la vie privée ou professionnelle dans un but malveillant. Mais vous savez que sur Internet, vous n'avez pas aujourd'hui le droit
de pointer comme ça, tel que ça a été fait, y compris sur l'intégrité physique de quelqu'un, en mettant son nom, etc. Vous n'avez pas le droit de le faire. Et le problème qu'on a, et je l'ai dit, et d'ailleurs le gouvernement s'en est rendu compte, puisque Pharos, ils ont mis 26... Il y avait 26 personnes à Pharos, ce qui est je reviens, cette plateforme qui est censée... et tout d'un coup, après l'assassinat de Samuel Paty, on en a mis 20 de plus, tellement on voit que c'est insuffisant. Donc le problème, c'est de repérer. Quand vous avez, comme l'assassin de Samuel Paty, quelqu'un qui mime sur une vidéo déjà une décapitation, excusez-moi, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle loi pour intervenir, vous pouvez le faire. Et le problème de l'article 18, puisque vous me posez la question, c'est qu'il reprend certains éléments en termes, d'ailleurs le Conseil d'État l'a noté, en termes larges, qui pourraient être comparés aussi au fameux article 24, cette fois-ci, lié par exemple au fait de filmer les forces de police. Donc il faudra à minimum le modifier. Yanis Roder. Écoutez, moi, tout ce qui va dans le sens d'une protection accrue des enseignants face à cette violence et face à ces menaces va dans le bon sens. Voilà, c'est ce qui me semble tout à fait logique. On voit très bien ce qu'a vécu évidemment Samuel Paty. Je pense aussi à une collègue à Toulouse dont le nom a été balancé par deux syndicats locaux, deux sections locales, ce que je trouve totalement incompréhensible de la part de collègues. Voilà, je trouve ça extrêmement dangereux. Donc oui, ce qui va dans le sens de la protection des enseignants va dans le bon sens. Merci beaucoup, messieurs. Il faut surtout mettre les moyens, là on va être d'accord, les moyens de l'éducation en Seine-Saint-Denis, parce que c'est par l'école qu'on arrivera aussi à résoudre ça. Et donc, il faut mettre le paquet. C'est aussi en acceptant de voir la réalité, M. Coquerel. Non, mais la réalité, donc, vous n'êtes pas d'accord à nouveau. Bon. C'est dommage, parce que c'est un enseignant, et je me bats pour que les enseignants aient plus de moyens, justement. Je salue cela, mais il faut aussi voir la réalité. L'Île-de-France, la Seine-Saint-Denis subit des inégalités territoriales qui fait que la République n'y a pas toute sa place, que la République est censée justement permettre que toutes les qu'on soit égal sur le territoire français. Ce n'est pas le cas en Seine-Saint-Denis. On vous entend. Le mot de la fin, c'est pour vous, Adrien, c'est surtout pour Théophile qui a été, je l'espère, hyper attentif depuis le début de l'émission. Je n'en doute pas un instant, on le rejoint en effet Théophile à Paris, on ne va pas très loin. Il est toujours avec nous en direct et en Skype. Théophile, vous avez écouté Éric Coquerel, je regarde l'horloge, pendant 45 minutes et 22 secondes. Est-ce qu'il vous a convaincu ce soir? Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez revenir et l'interpeller à nouveau? Bon, déjà, j'ai essayé d'être le plus attentif possible, mais à cause d'un problème technique, j'ai pas pu tout suivre, mais je pense quand même avoir saisi les morceaux les plus importants. Et oui, j'aimerais bien revenir sur cette loi séparatisme, puisque j'ai entendu que vous relativisiez les phénomènes de séparatisme, et c'est vrai qu'ils ne représentent pas encore grand-chose aujourd'hui, mais est-ce que ça ne revient pas à esquiver le dilemme fondamental qui se pose à gauche, qui doit choisir entre la défense des libertés et la protection de la République à long terme? Est-ce que vous soutenez vraiment que la République n'est pas en danger pour les 50, les 100 années à venir? Alors moi, je pense qu'elle est en danger, mais on n'aurait peut-être pas la même analyse. Je pense que, par exemple, une des formes de séparatisme absolument terrible, c'est le séparatisme social, qui fait qu'aujourd'hui, et c'est encore les chiffres, vous avez de plus en plus un tout petit nombre de personnes qui s'enrichissent, qui vivent dans les mêmes quartiers, qui imposent leurs lois à la République. Ça, pour moi, si vous voulez mon avis, c'est un problème qui pourrait devenir absolument terrible en termes d'inégalité, mais aussi de ce que ça produit, y compris chez les gens qui souffrent de ces inégalités. Donc si on veut parler, oui, par exemple, ça c'est un séparatisme, je pense, qui est absolument crucial et qui d'ailleurs pourrait aussi expliquer qu'à certains moments, il y ait des jeunes dans des quartiers défavorisés qui partent vers d'autres projets, d'autres idées, parce que ils sont dans une société où c'est de plus en plus difficile de se faire une place. Théophile, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous auriez envie de revenir? C'était pas tout à fait le sens de la question, parce que après, évidemment, ça dépend de la définition qu'on a de la République, et vous avez l'air de vous concentrer sur l'aspect social, et c'est tout à votre honneur. Égalité, fraternité, il y a égalité dedans. Si les fondements de la République, c'est-à-dire les parties les plus élémentaires, comme la démocratie par exemple, se retrouvent un jour en danger, est-ce qu'il ne faudrait pas justement prendre position un peu plus fermement sur certains points? Et si, c'est pour ça qu'on est pour une 6e République. Parce qu'on pense qu'on est aujourd'hui dans un régime qui est beaucoup trop présidentiel, qui se concentre beaucoup trop dans les mains d'une seule personne. Et donc nous sommes pour une démocratie beaucoup plus importante. Nous sommes aussi pour revenir et permettre d'élargir tout ce qui permettra d'appliquer la loi de 1905 sur la laïcité. Revenir par exemple sur le concordat Alsace-Moselle, faire en sorte que les écoles hors contrat, par exemple, d'abord éviter qu'elles existent, premièrement, et deuxièmement, au minimum, qu'elles soient plus contrôlées, et des choses comme ça. Vous voyez, il y a plein de choses à faire sur l'éducation, mettre, je le disais tout à l'heure, le paquet sur l'école publique. Donc voilà, nous, on est pour
la République partout, mais dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire ce qui fonde notre devise et qui donne tous les moyens de la laïcité. Je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Est-ce que l'argument brandi de la 6e République, Théophile, vous satisfait ou pas? Je ne suis pas certain. Non, parce que là, après, oui, on est revenu sur la représentation qu'on se fait de la démocratie. Est-ce qu'elle doit être plus ou moins représentative, plus ou moins directe? C'est encore une autre discussion. Mais justement, vous reveniez sur le concordat d'Alsace-Moselle. Je me demande si c'est quand même une vraie préoccupation des gens aujourd'hui, parce que c'est comme si vous vous dissimuliez derrière une conception un petit peu archaïque et inconséquente de la laïcité, qui répondait aux enjeux de son époque, alors qu'aujourd'hui, typiquement, avec cette loi séparatisme, on essaye d'abord de freiner la progression d'idéologie anti-républicaine. Donc c'est plus centré sur le futur. Ah, moi, je pense que la loi de 1905 est toujours pour justement permettre... La loi de 1905, il faut bien réfléchir où elle est née. Elle est née dans un pays qui a été fracturé par les guerres de religion. Donc elle est d'assurer la liberté de conscience et de faire en sorte que l'État ne reconnaît aucun culte, mais que les cultes ne s'occupent pas de la vie de l'État. Voilà, c'est ça la base. Et donc à partir de là, moi je pense que tout ce qui fait exception à la loi de 1905 est une mauvaise chose. Et je continue pour ma part à penser que la question du concordat Alsace-Moselle est un problème pour la République. Mais tout comme d'ailleurs, je continue à penser que, je veux peut-être paraître archaïque, mais que les fonds publics devraient aller à l'école publique, justement pour garantir à tout enfant de la République le fait de ne pas être soumis à des religions ou quelque part d'être soumis à leur famille. On doit offrir à tout enfant de la République le droit de la critique, le droit de l'émancipation, et pour moi, c'est l'école publique qui le permet. Et ça, aujourd'hui, c'est pas encore respecté en France. C'est le mot de la fin. Vous êtes l'invité, donc vous y avez droit.